de couper la caméra. Il y aura deux présentations, enfin, deux modules de présentation et à la fin de ces deux présentations, il y aura un petit temps de réunion. Un petit temps parce qu'en une heure, évidemment, on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire. Les questions seront de préférence à marquer sur le chat je prendrai connaissance des questions du chat et à la fin, j'en récupérerai les principales pour pouvoir reposer les questions à tout le monde. Et ben voilà, j'ai fait ça assez rapidement et je vais pouvoir passer la parole à Nolwenn qui va animer ce webinaire. Je vous remercie d'être présent et d'être attentif. Juste pour dire, actuellement, nous sommes 63. On est relativement satisfait du nombre de personnes présentes à ce webinaire. Pour le premier webinaire, c'est bien. Merci. Nolwenn, c'est à toi. Bonjour, bienvenue à tous pour ce premier webinaire organisé par le RFPPH. Je vois qu'on est 63 connectés, mais comment Marielle Lucas nous indique qu'elle est elle-même connectée, mais qu'elle est dans une salle avec plusieurs étudiants en ergothérapie en première année. Donc on est plus nombreux que ceux simplement affichés. Pour ce premier webinaire, l'objectif était de vous présenter euh, le modèle du MDH-PPH, mais sous un angle précis qui est l'articulation entre la question de l'habitude de vie et la participation sociale. Donc, ça paraît être des grands mots comme ça, mais dans le déroulé que l'on va vous présenter, vous allez voir, les choses vont être rapidement très claires. En première partie, nous aurons du coup Najat et Fatima qui font également partie du réseau français de production, de processus de production du handicap et qui vont du coup vous présenter le modèle sous l'angle un peu théorique, mais avec une présentation d'une situation, un peu d'une situation qui rendra les choses un peu plus concrètes. Pour la deuxième partie du webinaire, on sera plutôt sur un retour d'expérience de la mise en place du modèle dans un établissement de la Manche. La présentation se fera avec Nicolas Caresmel, qui est pilote du déploiement du modèle au sein de cet établissement, Marielle Hu, qui est responsable des projets personnalisés, Madame Gio et son fils Quentin, qu'on a entendu tout à l'heure dans les essais techniques, qui, eux, nous apporteront leur point de vue sur la démarche du modèle en lien avec la question de l'appui du projet personnalisé d'accompagnement. Pour resituer ce contexte-là, dans cette structure, l'ensemble des professionnels ont été formés, ce qui a permis à une évolution des pratiques professionnelles voilà, de l'ensemble des professionnels et l'implémentation date de 2021. Voilà, je laisse la parole à Nadjat et Fatima. Madame Gauthier, est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Je ne sais pas si vous êtes parti trop loin. Si vous pouvez revenir, juste couper le micro, je vous remercierai. J'ai coupé le micro, je me suis permis de le faire en direct. D'accord, merci beaucoup. Najat et Fatima, on vous laisse la parole. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Nadja Bouliane, je suis formatrice accréditée au sein du RFPPH. Je vais co-animer cette rencontre avec Fatima Berani. Voilà, on va vous faire une présentation assez rapide et assez succincte du point de vue qu'a le modèle du développement humain, du processus de production du handicap sur la question de la situation de handicap, donc des personnes qui sont en situation de handicap. Pardon. Donc, pour commencer, je vais vous inviter à fermer les yeux et à réfléchir à une activité que vous faites régulièrement. Donc, une activité qui est importante pour vous. Et vous allez, si possible, après avoir réfléchi à cette activité, venir la noter dans le chat pour que on puisse voir ce dont il s'agit et puis pouvoir poursuivre la présentation aujourd'hui.
Merci. On a plusieurs activités de loisirs. Faire les courses, faire de la lecture, prendre une douche, faire un câlin à ma fille. Très bien. J'aime bien Pierre qui va faire une sieste après le webinaire. J'espère qu'on va réussir à TVI quand même. Regarder une série, écouter le masque et la plume dans mon bain. Étant passionné par les trains, c'est regarder les trains. Bon. OK, donc vous avez tous des activités qui sont très pertinentes et qui vont venir s'insérer dans une grande catégorie que nous allons appeler les habitudes de vie. Donc, dans les habitudes de vie, on va y retrouver les habitudes les activités de la vie courante et les rôles sociaux. Si on prend, par exemple, différentes activités que vous avez nommées, par exemple, écouter de la musique, eh bien, écouter de la musique, on va venir le retrouver ici dans, par exemple, les loisirs. Donc, ce sera, par exemple, les rôles sociaux, ou ça pourrait être aussi au niveau de la condition du bien-être psychologique, selon la personne. Ça dépend à quel niveau elle va se retrouver. Téléphoner à mon fils, au niveau de la communication, par exemple, ou des relations interpersonnelles, selon si c'est communiquer par téléphone ou communiquer à son fils pour avoir une relation avec son fils. Marcher avec mon chien, ce sera au niveau des déplacements. Donc, toutes les habitudes que vous allez faire au cours de votre journée vont venir se retrouver à l'intérieur de ce qu'on va appeler les habitudes de vie. Ces habitudes de vie vont avoir un intérêt plus ou moins marqué pour vous. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, d'abord, je vais vous demander de vous questionner si du jour au lendemain, je vous disais que vous ne pouvez plus réaliser cette activité pour une façon indéterminée. Comment est-ce que vous vous sentiriez? Est-ce que vous auriez, par exemple, un ressenti de frustration, un ressenti de dépendance? Est-ce que vous seriez peut-être content de ne plus réaliser cette activité parce que c'est une activité qui vous déplaît? Bon, là, je vous ai posé en l'occurrence la question, une activité qui vous tient à cœur, mais par exemple, je ne sais pas si on parle de faire le ménage, ça peut ne pas être agréable pour tout le monde, mais voilà. Donc, à quel niveau vous placez cette activité dans votre vie? Est-ce que c'est une activité qui est très, très importante pour vous ou c'est une activité qui l'est un peu moins? Est-ce que vous vous sentiriez frustré et puis que vous sentiriez, par exemple, peut-être en situation de handicap par rapport au fait que vous ne pouvez plus réaliser cette activité de vie? On voit ici la frustration, de la colère, de la dépression. Frustré, empêché, je trouverai une autre activité. Voilà, donc ça peut être aussi un des réflexes, de trouver une autre activité. Peut-être que l'autre activité serait tout aussi intéressante et pertinente. On aurait la création d'un manque, par exemple. Donc, on voit beaucoup d'émotions qui sont négatives reliées à cet empêchement de réalisation d'une activité de la vie.
Donc, pour vous amener un petit peu sur la notion qui nous amène, nous, à réfléchir sur cette situation de handicap qui va se retrouver au niveau des habitudes de vie, on vous l'expliquera un petit peu après. Je vais laisser Fatima mener dans le cours de l'histoire un petit peu comment on en est venu aujourd'hui à parler de ce modèle et puis à positionner la situation de handicap au niveau des habitudes de vie. Merci Nadja. Bonjour à tous. Fin des années 1960, l'Organisation mondiale de la santé constate que la classification internationale des maladies s'avère insuffisante pour prendre en compte l'état fonctionnel des personnes vivant avec les conséquences de maladies invalidantes. Le professeur Wu sera alors sollicité afin de créer la classification internationale des déficiences incapacitées provisoires. Il définira ce que c'est qu'une déficience, qui est l'altération d'un organe, d'une structure, d'une fonction mentale, psychologique ou physiologique. Il définira également ce que c'est qu'une incapacité, qui est la limitation partielle ou totale d'activité dite normale. Et il définira ainsi le handicap comme étant un désavantage social pour un individu donné qui résulte d'une déficience ou d'une incapacité et qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. C'est un modèle médical intégrant la personne comme un sujet de soin. Dans cette même période, Patrick Fougerolas, anthropologue, se voit confier par les autorités québécoises l'étude des besoins et ressources des personnes handicapées. Il concentre ses travaux sur les conditions environnementales qui engendrent les productions de situations handicapantes pour les personnes ayant des incapacités. Ces recherches l'amènent à affirmer que le handicap n'est pas dû uniquement aux caractéristiques des personnels, que le handicap n'est pas dû uniquement à l'environnement, mais bien l'interaction entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux qui créent la situation de handicap. Je vous ai posé ici le modèle de développement humain, processus de production du handicap, pour que vous puissiez le voir en entier. Aujourd'hui, on va vraiment, comme je le disais tout à l'heure, axer l'intervention plus sur les habitudes de vie parce que c'est à ce niveau-là que va venir se positionner cette question de situation de handicap ou de participation sociale. Et puis, c'est pour vous démontrer aussi que la situation de handicap, ou en tout cas l'impact qu'aura l'effet des facteurs personnels et des facteurs environnementaux sur les habitudes de vie viendra interagir pour créer cette situation de handicap. C'est-à-dire que les facteurs personnels, les facteurs environnementaux, donc tout ce qui concerne la personne ou tout ce qui se trouve dans son environnement, vont venir interagir ensemble, créer une interaction, puis créer ensuite ce qu'on appellera situation de participation sociale ou situation de handicap. Nadja, je démontre par un exemple. Est-ce que tu as un diaporama ou pas? Parce que tu dis que tu présentes ici, mais on n'a pas d'image. Ah, punaise! OK. Oui, je vous présente depuis tout à l'heure, en fait. Attendez. J'ai pris le nom des élèves. Ah ouais? Oscar, c'est qui? On attendait sagement. Ben oui, vous auriez dû me dire. Bon, ben écoutez, désolé. Ça apparaît maintenant. C'est bon. OK. Ouais. D'accord. Donc, attendez. Donc, je vous disais que j'allais vous présenter le modèle qui est ici et que j'allais vous faire un exemple un peu plus concret pour que vous puissiez vous représenter la situation. Donc, nous allons parler de Lucie, une jeune femme de 17 ans qui est en terminale, qui est malentendante et paraplégique, qui est l'aînée d'une famille de 2 enfants. Lucie, elle est en deuil suite au décès de sa maman qui est survenu au cours de l'année. Elle vit une grande perte de motivation et c'est une jeune femme qui est plutôt sportive dans la vie quotidienne. Lucie a déménagé avec son père à Marseille suite au décès de sa mère qui est survenu quelques mois plus tôt. Son père, il se sentait plus de vivre seul. En fait, il avait perdu tous ses repères, donc il a souhaité se rapprocher de son frère
de sa belle-sœur. Et voilà, donc il est arrivé à Marseille avec sa fille et son fils. Donc sa fille qui avait plus du tout ses repères à Marseille ne pouvait plus faire ses activités qui étaient celles de faire du sport adapté. Elle n'était plus non plus en mesure de faire la cuisine qu'elle aimait tant faire avec sa mère. Elle continuait de faire ses études, beaucoup de cours qui étaient à distance aussi. Donc, ses professeurs avaient quand même accepté qu'elle puisse poursuivre certains cours à distance. Et malheureusement, elle ne pouvait plus faire son activité de shopping avec ses copines qu'elle aimait beaucoup. Donc, on a retrouvé à ce moment-là dans les habitudes de vie de Lucie des situations qui étaient plutôt jugées comme étant une situation de handicap. C'est-à-dire que Lucie, qui aimait tant faire de sport, ne pouvait plus le faire en raison du fait qu'à Marseille, elle ne trouvait pas d'endroit dans lequel elle pouvait réaliser son sport. C'était beaucoup trop loin. La cuisine chez son oncle, la cuisine était beaucoup trop petite. Les comptoirs étaient beaucoup trop hauts. Elle ne retrouvait plus ses choses, donc c'était très difficile pour elle. Au niveau des courses, elle ne pouvait plus les faire parce que les trottoirs n'étaient pas adaptés. Elle n'était plus en mesure de se déplacer seule. Elle n'avait plus de copines non plus à qui se rattacher pour pouvoir aller faire les courses. Donc, elle s'est retrouvée dans une situation assez désagréable qui a participé justement à cette perte de motivation. Au cours de l'année, la situation a un peu changé. Lucie, qui n'est pas trop du genre à se laisser mener par la vie, a décidé de prendre les choses en main et puis elle a contacté une APPV, qui est une assistante au parcours et au projet de vie. Et puis, elle a décidé de lui parler de son projet, en fait, de sa situation dans laquelle elle n'était pas très à l'aise. Puis, ils ont réfléchi ensemble à différentes situations. Ils ont trouvé, par exemple, pour l'année qui allait suivre, une façon de rétablir. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. En fait, Lucie voulait poursuivre ses études. Elle ne savait pas trop comment s'y prendre. Déjà que pour elle, c'était très compliqué de pouvoir se déplacer pour aller faire les courses. Elle en a parlé avec son APPV et puis ils ont trouvé une situation qui pouvait peut-être éventuellement régler la question qui était liée à l'éducation. Donc, à la faculté d'Aix-en-Provence, on va retrouver des logements qui sont adaptés, donc des logements PMR dans lesquels elle pourrait venir s'installer. Là-bas, il y a aussi, pas trop loin, un club de sport adapté dans lequel elle pourrait éventuellement s'inscrire si elle a le niveau requis. Donc, Lucie fait toutes les démarches, elle reprend confiance en elle, son père accepte qu'elle puisse partir sur Aix-en-Provence. Donc, Lucie retrouve tout le bonheur de vivre et retrouve sa capacité à pouvoir exercer ses habitudes de vie telles que le sport adapté, la cuisine, parce que son logement est adapté. Elle peut se rendre à la fac aussi parce qu'elle est sur le campus même. Par contre, faire les courses, ça reste quand même un peu compliqué, puis elle doit trouver des stratégies compensatoires. Donc, à ce niveau-là, on va retrouver des habitudes de vie qui sont relativement bien réalisées pour Lucie, et puis tout se passe relativement bien. Donc, on va considérer que Lucie est en situation de participation sociale sur quasiment l'ensemble de ses habitudes de vie. Imaginons que la situation se passe autrement. Donc, Lucie, 17 ans, malentendante, paraplégique, toujours aînée d'une famille de 2 enfants, se retrouve à Marseille, toujours avec son père dans cette famille et veut poursuivre ses études. À Marseille, c'est compliqué quand même de réaliser les études parce que la ville n'est pas du tout adaptée. Ceux qui connaissent Marseille peuvent constater cette situation. Donc, Lucie ne peut pas aller à la fac de Marseille. C'est vraiment trop compliqué pour elle. Il faudrait que tous ses cours passent à distance. Donc, elle décide de faire des démarches par rapport à son père pour aller à la faculté d'Aix. Mais son père est pas d'accord qu'elle y aille parce que il est inquiet. Il est inquiet qu'elle parte. C'est pas vraiment une question en fait. Il préfère qu'elle reste auprès de sa famille et puis que tout le monde reste ensemble. Ça va être beaucoup plus simple pour lui. Puis à la limite, il va peut-être faire des démarches pour qu'il puisse la raccompagner à l'école, à la fac. Donc,
Lucie, ça va pas pour elle. En fait, elle n'a pas trouvé de solution concernant le sport adapté. La cuisine, c'est toujours pas réglé parce que chez son oncle, la cuisine, ils peuvent pas faire d'aménagement requis à l'intérieur. La table est toujours trop haute. Bon, ça, à la limite, ça peut s'arranger, mais reste qu'elle va toujours rester dépendante de quelqu'un pour aller chercher les éléments dans la cuisine. Les cours à distance, bon, ça va, mais ça va un certain temps. Et les courses, ben, ça peut toujours pas se faire. Donc, à ce moment-là, on va considérer que Lucie, elle est en situation de handicap dans l'ensemble de ses habitudes de vie qui, pour elle, lui tient à cœur. Donc, il y a une valeur pour elle. Ce qui est intéressant de voir avec le modèle de processus de production du handicap, c'est que la situation de handicap ou la situation de participation sociale peut évoluer avec le temps. Imaginons que la situation de Lucie commence comme ça et puis son père n'est pas prêt à la laisser partir. Il y a un travail qui se fait et tranquillement, la situation évolue. Sa situation peut très bien passer d'une situation de handicap à une situation de participation sociale ou l'inverse selon ce qui se passe dans son environnement. Donc, au fil du temps, la situation, que ce soit au niveau de ses facteurs personnels ou des facteurs environnementaux, peut emmener une évolution. Et puis, il peut y avoir du mouvement qui va venir se positionner au niveau des habitudes de vie. Donc, c'est un modèle qui peut être présent tout au long du parcours de la personne et puis sur lequel on peut se poser pour venir vraiment identifier les facteurs sur lesquels on peut agir. On n'ira pas plus loin sur la question des facteurs de risque, des facteurs de protection, des obstacles et des leviers, mais en tout cas, on est capable avec ce modèle d'aller identifier dans l'environnement ou même chez la personne des éléments sur lesquels on va venir s'appuyer pour pouvoir transformer cette situation qui va se retrouver au niveau des habitudes de vie. Donc, la situation de handicap, elle n'est pas figée dans le temps, elle peut évoluer en fonction des moyens et des ressources qu'on va pouvoir aller rechercher dans l'environnement ou même chez la personne elle-même. Il y a un établissement, en fait, il y a plusieurs établissements qui ont implémenté le modèle. Maintenant, je propose de passer la parole à Nolwenn qui va faire la transition vers l'équipe de Stéphane. Donc, voilà, ben, je vous remercie. Et puis, ben, ça a été rapide, mais sachez qu'il y aura une suite au webinaire. Je pense que Nolwenn en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Une suite sur laquelle nous allons pouvoir approfondir un petit peu plus la question environnementale du modèle. Voilà. Merci beaucoup. Merci Najat, merci Fatima pour en effet cette première approche. Hein. On a fait en effet le choix. Ah, il y a un micro qui est de nouveau ouvert. Je vous invite à Madame Legendre à couper votre micro. Je vous remercie. On a fait le choix en effet de voir vous présenter le modèle par petites touches pour que du coup chacun puisse se l'approprier. Pour cette deuxième partie de ce webinaire, nous allons passer en effet au retour d'expérience. Puisque le modèle a été implémenté, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, en 2021 dans un établissement de la Manche. Donc, on va pouvoir donner la parole à Nicolas Caresmel, du coup pilote du déploiement du modèle dans cet établissement, Marielle Hu, responsable des projets personnalisés, et Madame Gio et son fils Quentin qui apporteront leur point de vue. Donc, je vous remercie. Je vous passe la parole. Alors, si tu peux me permettre, Nolwenn, hein, je vais présenter très rapidement le dispositif et l'établissement. Mais la priorité va bien évidemment la présentation du modèle. Donc, On Stéphane... a un petit peu d'avance. Tu as 4 minutes si tu le souhaites. Ok, donc je vais prendre mon temps pour faire cette présentation. Donc, Stéphane Bourdon, je dirige le pôle enfance de l'AGPEI qui est basé à Granville, l'association Granvillaise des amis et parents d'enfants et de personnes en situation de handicap. Et donc, je dirige le dispositif inclusif Henri Vallon. On est dans un contexte où nous avons une autorisation de fonctionner en dispositif de la part de l'Agence régionale de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Excuse-moi, Stéphane, je me permets de te couper. Merci d'avoir coupé votre micro, Mama, qui est sur son iPhone.
Merci. Cette notion de dispositif, elle est forcément liée au déploiement du modèle au niveau de notre association, hein. Je précise aussi que c'était une volonté associative et que dorénavant, le modèle est réellement inscrit dans notre projet associatif et actuellement dans notre projet de dispositif. Dispositif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on met en place tout un système, toute une organisation pour faciliter les parcours des jeunes sans forcément passer par les fourches codines de la maison départementale de l'autonomie. Donc on est vraiment sur une simplification des démarches et de favoriser les transitions d'un service à un autre, d'un dispositif à un autre. Sur tout un territoire. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. L'autre notion de dispositif, c'est aussi notre capacité à développer petit à petit aussi cette capacité à accompagner, je dirais, tout type de handicap ou tout type de troubles encore une fois, sur un territoire de référence. Notre territoire d'intervention, c'est grosso modo sur le sud Manche, le sud du département de la Manche. Et donc, ce dispositif permet de l'accès à l'ensemble des services qu'on va nous proposer au quotidien auprès des jeunes, que ce soit dans la mesure du possible, dans les services de droit commun, dans l'école de proximité, mais quand on met en place une classe spécialisée qu'on appelle, nous, de notre côté, les unités classes inclusives, eh bien, on va s'attacher à ce qu'elles soient ces classes dans l'école ordinaire de Granville. Donc, c'est important de bien voir le contexte du déploiement du modèle par rapport aussi au déploiement du dispositif tel qu'on l'a déjà imaginé et déployé depuis 7-8 ans maintenant. Donc, je vais laisser moi la parole à Nicolas Caramel et Muriel Hull pour la suite de la présentation. On enchaîne donc. Oui. Donc j'espère que vous nous entendez bien. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir vous donner un retour d'expérience, en fait, une expérience sur ce déploiement. Alors, avec petite précision, Quentin est malheureusement malade aujourd'hui, donc ne peut pas être avec nous. Donc voilà, on va essayer de s'adapter, mais malheureusement, on n'aura pas le retour de Quentin qui est absent aujourd'hui. Donc, dans notre idée avec Muriel, c'était de vous donner voilà, notre retour d'expérience. Donc, effectivement, le déploiement, il a démarré dans les faits en 2020 au niveau du dispositif. On a commencé à travailler avec une intervenante qui est affiliée au réseau français de processus de production du handicap. On a eu une année finalement de travail avec un groupe technique qui réunissait, voilà, en somme, une équipe pluridisciplinaire au niveau de notre dispositif. Donc pendant une année scolaire 2021, 2020, 2021, finalement, on a appris, on a été formé sur ce groupe technique, puis on a élaboré des outils qu'on a testés en fait tout au long de l'année avec trois situations un peu test. Donc des parents et des enfants qui ont accepté de faire cette expérimentation. Donc sur cette année 2020-2021, voilà, on se réunissait une fois par mois avec ce groupe technique pour travailler les outils, les développer, les tester, faire des allers-retours. Et à l'issue de cette année 2020-21, en fait, l'ensemble des professionnels du DIV ont été formés au modèle, toujours par Mélanie Casseignet aussi, pour un début de déploiement plein à la rentrée de septembre 2021. Et on évolue, donc on est dans notre quatrième année maintenant, avec de plus en plus de situations qui utilisent ce modèle. Donc voilà, et un groupe technique finalement qui s'est un peu mis en sommeil cette année, mais qui pendant les 3 dernières années, en fait, continue à se réunir régulièrement pour se nourrir des retours d'expérience, des difficultés qu'on pouvait rencontrer. Et voilà, puisque implémenter un modèle, déployer un modèle, ça implique plein de questions, de mise en œuvre et d'utilisation de nos outils. Et puis, on a encore des axes de travail qu'on va essayer de vous présenter ici. Donc, je vais tâcher techniquement de vous partager mon écran, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, pour aller ensuite aborder la situation plus spécifique de
Quentin. Donc, hop. Déjà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Stéphane, est-ce que tu peux hocher la tête Oui. comme ça on aura une idée? Ok. Et pardon. Donc, je vais le chercher. Forcément, c'est pas enregistré au bon endroit. On va s'adapter, hein, on est là pour ça. Donc là, est-ce que vous voyez bien ce qui s'affiche sur mon écran? Pas du tout. Monsieur Bourdon n'a pas hoché la tête. Là, Ah. on voit l'écran avec l'ensemble de tes dossiers. Non, il Ah, faut ok. arrêter le Donc, partage et recommencer le partage. ok. Ah. Alors, ça va être pratique. Tac. Je vais essayer de tout mettre au même endroit. Et en plus, ça rame pour Vous bien voulez le mettre faire. la mobile, là? Non, pas dans un premier temps. D'accord. Donc, là, est-ce que vous... Oh là, décidément. Comme je vous disais, il faut Pour- arrêter votre partage Ouais, et je recommence. et vous le recommencez. Bon, on va faire... c'est celui-là. Ce que je peux dire en attendant que la technique nous rattrape, c'est que ce déploiement, il s'est traduit concrètement, hein, de notre côté par une montée en compétences, hein, des professionnels, une évolution au niveau des pratiques à travers les formations spécifiques dans le cadre du déploiement. Ça nous a permis aussi d'utiliser un langage commun autour du modèle, à la fois dans les process, à la fois dans les écrits professionnels aussi, et de permettre sur l'ensemble des services, et à partir du moment où on est sur un dispositif, d'avoir une meilleure lisibilité, une cohérence dans l'ensemble des parcours. Donc aujourd'hui, on peut déjà dire qu'on fait un constat très positif de ce déploiement. Je te laisse passer faire le lien, Nicolas. Oui, alors, est-ce que maintenant vous voyez un tableau avec évaluation, préparation du PPA? Oui, Très bien. c'est bon. Oui. Ok, donc c'était pour que vous ayez euh, en vue un peu les différentes étapes qui partent de l'élaboration du projet jusqu'à sa mise en œuvre. Donc il y a forcément une phase d'évaluation qui démarre. Donc, on va aller essayer, au travers de nos outils, donc, qui s'appelle la MAVI, le catalogue des aptitudes, d'évaluer finalement à la fois les habitudes de vie de la personne, de voir quel est son degré de participation sociale, également son degré de satisfaction, c'est-à-dire que on peut faire telle activité sportive, par exemple, dans ses habitudes de vie, mais également montrer une certaine insatisfaction. Donc, c'est quelque chose qui a été assez important et assez nouveau par rapport à la façon dont on le faisait auparavant. Je ne dis pas qu'on n'allait pas questionner les personnes, mais là, c'est clairement et explicitement abordé. Donc, on vient évaluer les situations et pour ça, on utilise la mesure des habitudes de vie, donc qui est un outil qui nous a été fourni et qu'on a adapté. Et du coup, donc on a à la fois les professionnels qui évaluent ces différentes habitudes de vie, la personne et la famille, puisqu'on est dans le secteur enfant. Donc, quand on parle de famille, ça rejoint à la fois la personne concernée et ses parents, pour essayer d'évaluer dans les différents lieux où évolue la personne, comment se déroule, comment se passent ces habitudes de vie. On essaye de chercher à être sur le comment. Voilà, un lieu fait pas l'autre. Une personne peut avoir tel comportement à un endroit, un autre à un autre endroit. Donc, finalement, on vient évaluer des mêmes habitudes de vie. Prendre un repas, c'est un de nos items qui est souvent, enfin, peut-être le plus simple à expliciter. Prendre un repas à la cantine quand on est dans une école ou prendre un repas à la maison, ce n'est pas ce n'est pas le même contexte. Donc, cette dimension contextuelle et environnementale est très importante dans ce modèle, d'où le fait qu'on vient évaluer dans les différentes situations. Donc, une fois notre équipe de rééducation ou médicale va plus travailler sur le volet aptitude. Donc, ce qui nous intéressait aussi dans ce modèle, c'est de croiser les situations vécues par la personne avec ses capacités. Donc, nous, on va plus parler de capacités, mais d'être vraiment au croisement des deux. Donc, on ne vient pas mettre de côté complètement ses caractéristiques personnelles, les pathologies qu'il peut y avoir et les conséquences qu'il y a, mais venir les croiser avec les situations vécues par la personne ou ses rôles sociaux. Avec aussi ce qui facilite ou
Les obstacles aussi. Voilà, tous les aspects environnementaux, ce que veut dire Muriel, cette notion de facilitateur ou d'obstacle. Voilà, une cantine peut être facilitateur pour accéder à certains codes sociaux, certaines relations sociales, et à l'inverse, peut devenir un obstacle pour certains enfants qui peuvent être gênés par le bruit, par exemple. Donc, on vient à chaque fois pointer ces différents éléments. Une fois qu'on a recueilli tous ces éléments, et on va venir vous montrer l'outil de recueil, on essaie de déterminer quels objectifs on va cibler, quelles habitudes de vie ou facteurs de risque au niveau de la santé, d'ailleurs, on va cibler comme objectifs principaux pour l'année à venir. Donc, on essaye de ne pas cibler 40 objectifs et aussi de partir des souhaits aussi de la personne, qu'elle puisse s'exprimer et elle exprimer au travers de ses habitudes de vie une situation qu'elle souhaiterait travailler. On va venir sur la situation de Quentin après pour vous donner un exemple. Donc, ce qui nous permet d'élaborer un document qui reste un document PPA assez dense. Il y a beaucoup de choses dedans qui vient résumer, on va dire, tous ces éléments à l'intérieur. Hop, je vais essayer de basculer plutôt sur les outils. Donc ça, c'est la démarche générale qu'on a. Donc on élabore les objectifs et derrière, on va suivre ces objectifs. On a la chance aussi au dispositif d'avoir des fonctions de référent de projet personnalisé d'accompagnement et de référent de projet de soins. Donc ces professionnels vont aussi être chargés de l'élaboration de ce projet, mais également de son suivi tout au long de l'année. Donc voilà, on a un projet qui va être un projet un peu plus institutionnel, scolaire, éducatif. Les éducateurs et les enseignants ont des axes de travail qui sont communs à tous. Et à l'intérieur de cet accompagnement proposé à tous, certains axes, certaines habitudes de vie vont être ciblées et là vont être particulièrement suivis aussi par les référents de projet. Et cette ma vie, on essaye le plus possible de le remplir à deux, avec la référente de soins également. Je parle trop fort. J'espère que vous nous suivez encore, c'est très particulier, la modalité webinaire. Est-ce que vous voyez toujours mon écran avec un tableur Excel qui vient d'apparaître? Alors, on voit toujours le process de la démarche. Ok, bon, j'arrête et je repartage. Voilà. Voilà, exactement. J'ai compris. Alors, donc, Nicolas, pour information, il vous reste 12 minutes. on est large. Donc, là, je vous affiche à l'écran un document. Je vais me mettre sur l'onglet des enfants. Forcément, j'ai un petit crayon qui m'empêche de changer d'onglet. Ok, voilà, je vais aller sur la partie du jeune. Donc, finalement, on utilise un même outil. Donc, c'est notre traduction informatique de la Mavi. On a un gros tableur Excel par personne, finalement, qui est une mesure des habitudes de vie et qui reprend un certain nombre d'items. Donc, il y a des grands domaines, alimentation, communication, déplacement, qui va reprendre habitudes de vie et rôles sociaux. Et à l'intérieur de ça, on a différents items. Donc, ça fait une longue liste. Il y a 120 items, je crois, en tout cas chez les enfants. Et on a une version plus de 15 ans, une version moins de 15 ans. Et ce sont ces mêmes items qui vont être évalués par chacun des professionnels ou avec le jeune et sa famille. C'est pour ça qu'en bas du document, on a plusieurs onglets pour venir, en fonction des lieux où évolue la personne, évaluer, nourrir les situations. Et donc, ce document, on peut le compléter tout au long de l'année, finalement, avec les personnes et les professionnels y ont accès via un outil partagé sur un SharePoint, un espace partagé numérique. Et on a aussi travaillé sur une Mavi adaptée pour des jeunes avec des handicaps plus complexes. Mais je ne sais pas si elle est assez récente puisqu'on l'a testée juste avec une jeune pour l'instant. On est encore dans une situation de test finalement, puisque cette Mavi, c'est un questionnaire finalement, un questionnaire qu'on peut passer oralement avec les personnes. On a également, c'est un peu embêtant parce qu'on ne sait pas si vous nous voyez bien. Je remets Zoom. Hop, j'ai perdu Zoom. Il nous voit comme Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez
Voilà. Ça, On a également élaboré des petits livrets, en fait, qui viennent reprendre finalement chacun des items de la Mavi pour permettre à des personnes qui ont un degré de compréhension un peu moindre aussi, ou pour qui le langage oral est complexe, de pouvoir s'exprimer, donc en ajoutant finalement des pictos pour illustrer chacun des items. avec des niveaux de satisfaction aussi, Donc, avec des pouces, sans difficulté, avec un peu de difficulté. On peut aussi utiliser des contacteurs, oui ou non. pour permettre, voilà, est-ce que tu es contente? Oui, non. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu as besoin de beaucoup d'aide? On vient à chaque fois, au travers de la Mavi, essayer de mesurer aussi le degré d'aide qu'on apporte aux personnes, le degré de satisfaction qu'elles peuvent avoir. Et c'est souvent intéressant quand on fait la synthèse de tous ces onglets, de voir que le degré d'aide peut être très variant en fonction d'un endroit ou d'un autre. Voilà, à la maison, il peut se passer ah bah la maman peut nous dire avec ses mots, bah moi je fais comme ça, je lui donne à manger à la cuillère. Ah bah à l'école on fait pas comme ça. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure lecture de comment sont réalisées les habitudes de vie des personnes. Et après, pour les personnes qui ont vraiment une participation sociale très, très restreinte, on va beaucoup se baser sur l'observation de la famille ou de nos collègues éducateurs qui accompagnent les jeunes toute la journée. Alors on est parti, on va dire la Mavi on l'a adapté, donc c'est un questionnaire voilà qui est très dense, Très dense, notamment oui. au départ, puisque au départ il est vierge. Et cette Mavi, en fait, elle est associée à l'accompagnement du jeune, donc elle est créée, elle est mise dans son dossier dès son arrivée. Et pour des enfants qu'on peut accompagner une dizaine d'années pour certains, on vient remettre à jour en fait ses habitudes de vie. En cours d'année, tous les ans, on fait un point lors de la réunion de PPA pour voir où est-ce qu'on en est actuellement. On a aussi beaucoup le soutien de notre collègue ergothérapeute et de notre collègue orthophoniste, justement pour adapter les questions et la manière dont on va mener nos entretiens avec les jeunes quand on prépare leur projet. On part sur l'exemple de Quentin, peut-être? Oui. Alors, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer, Muriel, comment est-ce que tu as préparé avec Quentin, peut-être sa réunion peut-être d'avant, avec l'exemple de son souhait, finalement, Oui. d'accéder à l'espace jeune? Dans les habitudes dans les habitudes de vie de Quentin, un objectif est apparu. Quentin voulait se rendre seul à la maison des adolescents de la commune dans laquelle il habite. Donc, c'était vraiment un objectif qui lui tenait à cœur. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que concrètement, lors de sa réunion de projet, finalement, on a mis cette habitude de vie en axe de travail prioritaire pour son PPA. Encore une fois, ça n'enlève pas le côté scolaire. Il a continué à faire de la lecture, il a continué à avoir des activités avec les éducatrices sur les habiletés sociales, la motricité, que sais-je, qui sont les activités de toute façon proposées. Mais à l'intérieur de ce projet qui est un peu plus institutionnel, l'attente de Quentin était, lui, je souhaite me rendre à l'espace jeune seul. Donc, ça pose plein de questions. Comment est-ce que je m'y rends? Quelle est la place de la famille là-dedans? On parlait de facilitateur d'obstacles, c'est un peu moche à dire, mais voilà. Est-ce que la famille va être soutien sur ce type de projet? L'obstacle en plus, c'est que la maman de Quentin avait peur que Quentin fasse du vélo seul. Donc, il y a eu toute cette approche systémique où des collègues aussi ont évalué Quentin sur ses capacités à faire des déplacements vélo seul, ses capacités à respecter les règles de sécurité. Il a fallu aussi beaucoup travailler avec Madame Jo pour la rassurer sur la confiance qu'elle pouvait accorder à son fils de faire des déplacements seul. Donc, on a aussi rencontré l'équipe de Villedieu, enfin l'équipe de la commune où Quentin habite, de la Maison des Jeunes. Donc, on l'a rencontré avec Madame Gio pour expliquer un petit peu les forces et puis les fragilités de Quentin. Et on est allé également avec Quentin rencontrer l'équipe avant les vacances pour qu'il puisse se présenter et rencontrer les personnes qui allaient l'encadrer. Alors, pour aller au bout, de se dire que ce projet, finalement, n'est pas allé au bout, finalement. Il est allé au bout dans le sens où Quentin, il y a eu un essai. On va le voir dans la petite vidéo qu'on a faite avec Madame Gio. Il y a eu un essai qui n'a pas été concluant parce qu'il y a eu un élément de son environnement. Il y a eu des jeunes filles qui ont une attitude inadaptée avec lui, on va le dire comme ça.
Ce qui fait que finalement, cette habitude de vie, on l'a travaillée, on l'a préparée, et pour autant, on a rencontré un nouvel obstacle, finalement, dans l'environnement. Donc aujourd'hui, Quentin ne souhaite plus retourner à l'espace jeune. Donc, on a travaillé dessus, mais on peut aussi se dire que voilà, certaines habitudes de vie, ben, on est obligé de réévaluer nos projets finalement très régulièrement parce que on met en place une solution qu'on pense être adaptée, qu'on travaille avec tous ses partenaires, ce qu'on vous disait, et puis ben, on va rencontrer un nouvel écueil. Donc, dans notre démarche, il faut aller réévaluer la situation. Et c'est là qu'on a un modèle qu'on trouve intéressant, assez mouvant. Voilà, les capacités de Quentin, elles étaient là, mais c'est des éléments environnementaux qui sont venus apporter une nouvelle situation de handicap. L'espace jeune, il était prêt, la famille était OK, le vélo, les capacités avaient été travaillées, c'était OK. Mais il y a eu un nouvel élément dans l'environnement et cette approche systémique, écosystémique en prenant en compte l'environnement, bah c'est là que ce modèle, on le trouve intéressant. Donc sur cette situation spécifique, voilà, lui, il a essayé, il y a eu un essai, puis ça l'a pas fait À cause de cette mauvaise expérience qu'il a pu avoir la première journée, parce qu'il y est allé et courageux. Il y Ouais. est allé ce jour-là, mais malheureusement, il a été, on peut dire, agressé par deux jeunes filles qui se sont moquées de lui et qui l'ont insulté et menacé. Donc Donc voilà, il voilà, n'a pas voulu y retourner. il y a aussi des projets voilà, où l'habitude de vie ne se réalise pas, mais on a soutenu en tout cas la demande de Quentin. C'est ça qui nous importait. On a pu l'entendre grâce à l'échange que Muriel a eu avec lui au travers de la Mavi. Il y a beaucoup d'items en abordant ce thème des loisirs. Alors dites-vous que comme il y a beaucoup d'items, beaucoup de domaines, plusieurs collègues demandent aux jeunes aussi, bah tiens, sur quoi est-ce que tu voudrais qu'on travaille spécifiquement? Donc ils peuvent choisir parfois le livret alimentation, le livret loisirs qui correspond à chacun des grands domaines. On s'adapte aussi en fonction des jeunes et puis aussi de leur capacité aussi à s'exprimer. Muriel parlait parfois d'observation, parfois un échange avec des petits, hein, passer 10 minutes, leur attention, elle est partie. Donc, il faut s'adapter. Donc, on va aller les voir plus régulièrement et aborder tel domaine Oui. ou être sur des temps d'observation. Et dire, tiens, j'ai vu ça, à la cantine, ça se passe comme ça. Est-ce qu'on peut... Et même pour des jeunes en situation de polyhandicap, où là vraiment, ça va être des mimiques, ça va être, voilà. Là, ça va être encore une autre approche au niveau de la Mavi. Ce qu'on vous propose, Oui, il reste quelques minutes. Il y a un film, je crois. Oui, c'est pour ça. On nous avait dit jusque 15, mais finalement, c'est un peu plus court. Non, ça va être jusqu'à 10. Jusqu'à 10 pour les On échanges. est pas mal, on est pas mal. Le film dure 10. Alors, donc, je repartage mon écran. Donc, j'espère que ça va. Ben, j'ai perdu l'icône de partage. C'est formidable. Voilà. Tout en bas de ta barre d'outils. Oui, bien sûr. Donc, là, voilà. Hop, je partage. Et à définir des objectifs, des moyens. Au début, pardon. Bonjour, c'est Madame Gio, la maman de Quentin. Quentin est scolarisé au collège de Grandville. Et madame, vous êtes? Je suis Madame Muriel, la référente des projets de Quentin au DIV de Grandville. Excusez-moi, il y a un Aujourd'hui, décalage entre là, on le vient de son terminer et l'image. la réunion. Est-ce que Ah, c'est possible peut-être de couper et de relancer pour que du coup on retrouve le bon flux, s'il vous plaît? allez, on essaye. Merci beaucoup. Alors, j'ai arrêté le partage. Je redémarre. Je repartage. Je partage. Ok. C'est la joie des premiers webinaires, hein, on se confronte à tous les essais techniques. Ouais. Alors, donc, est-ce que déjà la fenêtre de vidéo apparaît? Là, on a accès à tes dossiers. Ok. Ne regardez pas tout. Allez, on repartage. Là, je l'ai ouverte. Là, on doit être sur la vidéo. Je vais bien le début. Bonjour, c'est Madame Gio, la maman de Quentin. Quentin est scolarisé au collège de Grandville. Et madame, vous êtes? Je suis Madame Muriel, la référente des projets de Quentin au DIV de Grandville. Donc aujourd'hui, là, on vient de terminer la réunion de projet de Quentin. Est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer comment vous avez préparé cette réunion?
Comment vous êtes arrivé à définir des objectifs, des moyens? Comment est-ce que vous avez fait? Où est-ce que ça s'est passé, etc. J'ai préparé la réunion avec Muriel chez moi à la maison. On a discuté des projets de Quentin. Voilà. On a pris les objectifs de l'année dernière, voir les objectifs qu'on a réussi à mettre en place, ceux qui avaient encore besoin de travailler, et aussi ce que Quentin, les attentes et les besoins de Quentin, ce que Quentin avait pu exprimer quand on s'est rencontrés tous les deux. Est-ce que, voilà, Muriel, tu parles d'objectifs de Quentin. Finalement, est-ce que tu peux nous donner un objectif sur lequel vous avez travaillé toutes les deux au cours de l'année, qu'on vient d'évaluer finalement en se disant au bout d'un an, où est-ce qu'on en est? Eh bien, nous avons travaillé sur l'objectif d'aller à la maison des adolescents tout seul en vélo. Ça, c'était une atteinte de Quentin l'année dernière. Et du coup, Madame Gio, quelle part, qu'est-ce que vous avez fait dans ce projet-là? Vous avez travaillé toute seule dans votre coin avec Muriel? Vous avez contacté l'espace jeune? Comment ça s'est passé? Non, j'ai travaillé avec Muriel, toutes les deux, pour ce projet-là. On est allé les rencontrer toutes les deux, et oui, pour préparer un petit peu l'arrivée des Quentin à la maison des adolescents sur une période de vacances scolaires. Et au final, comment ça s'est passé? Alors, Quentin est allé à la maison des adolescents sur cette période et malheureusement, Quentin a été agressé par des adolescentes et Quentin n'a pas voulu retourner à la maison des adolescents. Donc, ce qui est pas grave en soi, ce qui est embêtant, c'est que quelqu'un l'ait embêté. Donc, en tout cas, vous êtes parti d'un souhait de Quentin, vous avez pu travailler toutes les deux pour pouvoir mettre en place, voilà, cet objectif qui était un souhait, au niveau de Quentin, quoi. Là, on sort de ce temps de réunion, là, pour définir des nouveaux objectifs, des nouveaux moyens. Est-ce que pour vous, Madame Gio, vous avez l'impression que cette réunion, ça a permis de discuter concrètement de ce que fait votre fils, ou c'était compliqué, c'était pas compliqué? Non, c'était pas compliqué. Voilà, je vois les projets qu'il fait, c'est les objectifs ce qu'il veut faire, voilà, l'année prochaine. Non, tout s'est bien passé. C'est assez clair pour vous? Oui, très clair pour moi. Voilà, donc Muriel, comment est-ce que tu as fait toi pour préparer cette réunion? Donc tu as rencontré Quentin et Madame Gio, et après comment est-ce que tu peux expliquer aux gens qui connaissent pas comment on arrive à cette réunion? Eh bien, je rencontre donc Quentin euh, en amont de la réunion. Je l'ai rencontré au collège. J'ai aussi rencontré Madame Jo chez elle. Et chacun a pu exprimer ses attentes, ses questionnements. Madame Jo a un objectif bien spécifique pour Quentin. Euh, on a d'ailleurs mis dans le projet de Quentin. Quentin, lui, a C'était Madame Gio, je crois, de pouvoir travailler sur les événements nouveaux. Quentin a des angoisses par rapport aux événements, avec est-ce qu'il a votre peur du exemple. sang. Voilà, le fait que Quentin, par exemple, puisse avoir peur du sang, donc ça c'était une de vos inquiétudes si jamais il devait aller à l'hôpital, par exemple. Quentin a aussi mis en avant des envies sur des objectifs concrets à travailler, de faire du vélo, par exemple. Et pour nourrir vos discussions, est-ce que tu utilises un support spécifique, ou est-ce que c'est une discussion à bâton rompu? Pour nourrir votre discussion avec Madame Gio, voilà, est-ce que vous utilisez une trame, un questionnaire? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe de ton point de vue de professionnel? On utilise une trame, Mhm. borde des items euh, en lien avec la vie quotidienne et également en lien avec le projet professionnel. Mhm.
Donc, on a entendu comment est-ce que vous prépariez la réunion et le projet, voilà. Et donc, une fois que ce document il est formalisé, signé, vous vous rencontrez en cours de l'année pour suivre ces objectifs. Comment est-ce que ça se passe? Vous vous revoyez en cours d'année? C'est par téléphone? Je pense qu'en moyenne, on se voit à peu près tous les 2 mois, Mhm. à peu près, pour diverses raisons. Et à chaque fois, on refait le point sur Quentin, sur les objectifs en cours, enfin, s'il y a des objectifs qui ont été menés à bien, s'il y a d'autres choses à traiter, encore des objectifs à travailler. Mais en moyenne, on se voit à peu près tous les 2 mois, je pense. À peu près. Oui. Mais si j'ai besoin entre deux, je peux contacter Muriel, il n'y a pas de souci. Il y a une nouvelle situation ou une question que vous avez, vous pouvez contacter Muriel Oui, directement aussi, vous quoi. pouvez la contacter, il n'y a pas de souci. Elle est Mm. toujours venir. Mm. Pour conclure, Madame Gio, est-ce que vous trouvez que quand on fait un projet, votre fils, il peut s'exprimer, on entend ce qu'il dit, ou est-ce que vous avez l'impression que les professionnels font un projet sans vous consulter, par exemple? Non, il me consulte tout le temps et voilà, et puis il demande aussi à mon fils, à Quentin, voilà. Ah. Donc, voilà pour cette présentation. Donc, c'était un petit exercice pour nous tous, hein. Oui, Voilà. soyez, Soyez soyez indulgents. indulgents. Mais Ouais. on a fait. Merci. Merci Merci. beaucoup en tout cas. Merci. L'image et le son étaient peut-être un peu en décalage, un peu saccadés, mais Ouais. en tout cas, le son était clair et on vous a bien entendu et ça donne quand même une belle idée de la manière dont on peut implémenter le modèle dans un établissement. Merci beaucoup. Je passe la parole parce que le temps file à Jean-Yves pour qu'il Oui. puisse répondre à vos questions. En fait, oui, j'ai le micro, et c'est bon. J'ai repéré 3 questions. On a que quelques minutes pour y répondre. D'abord, une question sur est-ce qu'on aura accès au webinaire? Alors, on pensait que faciliter l'accès en le mettant sur notre site, mais sauf qu'on n'a pas encore de site. Bon. Alors, ça va venir. Dans un premier temps, on a les adresses de ceux qui sont inscrits par Eventbrite. Pour les autres qui ont accédé directement, le mieux c'est de faire un courrier au RFPPH France, enfin, sur l'adresse internet, et de nous demander le replay du webinaire. Et de toute façon, dans quelques semaines ou mois peut-être, il sera mis en ressource sur le site. Deuxième question que j'ai repérée, c'est Florence. Florence. Simplification de la Mavie. Pourquoi simplifier la Mavie? Ça s'adresse directement à Nicolas et Stéphane un petit peu. En une phrase ou deux, si vous voulez bien y répondre. Oui, alors plus que simplifier, je dirais l'adapter. C'est pas forcément une simplification, mais une adaptation. C'est-à-dire qu'on a gardé là avec l'adaptation, notamment pour les personnes polyhandicapées, finalement la richesse, on a un catalogue d'habitudes de vie qui reste tout aussi dense pour essayer de couvrir les habitudes de vie, les rôles sociaux d'un enfant de tel âge. On a une version moins de 15, une version plus de 15, mais c'est plus une adaptation des supports et de la modalité de passation qu'une simplification. On n'a pas éliminé d'items, voire on en a même rajouté, mais dans les passations et l'adaptation des supports, c'est là qu'on est intervenu. Ok. Merci. Et la dernière question que je vais soumettre à tout le monde avant de conclure, c'est est-il possible d'implémenter la Mavie dans l'outil Hermès de dossier unique et comment ça se passe pour les droits? On a un spécialiste là, peut-être Pierre Castelin, qui pourrait répondre parce qu'il a une connaissance au moins de différentes choses qui se sont faites dans ce domaine-là. Merci Pierre, si tu veux bien répondre. Oui, j'ai eu l'occasion de suivre effectivement des équipes qui utilisaient Hermès. Alors, à ma connaissance, ils n'ont pas intégré directement la Mavie dedans, mais ils ont pu configurer Hermès pour que les dimensions du modèle soient effectivement présentes. Maintenant, il est clair que si à un moment donné, il y aurait une intégration
d'un instrument dont les droits d'auteur appartiennent au réseau international sur le processus de production de handicap, il y a effectivement une démarche à faire auprès de ce réseau pour négocier l'acquisition des droits. Ça s'est déjà fait notamment avec des établissements suisses. Donc c'est possible. Merci Pierre. Il est 13h15, c'est l'heure de conclure et de vous donner peut-être d'autres rendez-vous, puisqu'on a prévu de faire 2 autres webinaires en 2025. Le prochain, le vendredi 19 septembre, sur environnement et accessibilité. Et le 3e de l'année, donc le vendredi 21 novembre, toujours à la même heure, hein, on n'a pas encore tout à fait défini, mais passer d'un objet de personne comme objet de soin à sujet de droit. Voilà. Avec une question très ambitieuse. On n'a pas encore trouvé tous les présentateurs et intervenants, mais ça va venir. Je vous remercie tous d'avoir été présents à ce webinaire. J'avais compté qu'on était, à un moment, j'ai compté 95 personnes, ce qui va satisfaire tous ceux qui se sont donné la peine d'organiser ce webinaire et le réseau. Merci beaucoup et à bientôt. Jean-Yves, juste, il y a quelqu'un qui demandait pour le PowerPoint. Je pense que ce serait pas mal parce que comme le PowerPoint, ils l'ont vu à la fin. Oui. Ce serait pas mal d'avoir le support, ne serait-ce que pour les 2 catégories des habitudes de vie et puis le modèle en soi. Donc, on le passera en même temps que la vidéo. C'est ça. Et voilà. si vous voulez plus d'informations, j'ai aussi mis dans le chat l'adresse mail du coup du RFPPH. Vous pouvez retrouver aussi. Merci Nalwan. Oui, quand je pensais mettre à disposition, je pensais à la fois le webinaire et les supports. Merci beaucoup à tous. Et Jean-Yves, je voulais vraiment remercier Nicolas et Muriel d'avoir préparé cette séquence. Merci. Merci beaucoup. Au revoir et en attendant de vous revoir prochainement sur les écrans. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bon ben, merci.